Mais nous sommes également préoccupés par le fait que les pays de l'OTAN en général désignent de plus en plus le Grand Nord comme un tremplin pour d'éventuels conflits. Ils s'entraînent au déploiement de troupes dans ces conditions. Je tiens à souligner que la Russie n'a jamais menacé qui que ce soit dans l'Arctique. Mais nous suivons de près l'évolution de la situation et construisons une ligne de réponse adéquate en augmentant les capacités de combat des forces armées et en modernisant les infrastructures militaires. Nous ne tolérerons aucune atteinte à la souveraineté de notre pays et nous protégerons de manière fiable nos intérêts nationaux. Benoît Billon. Oui, bon, l'Arctique, c'est la zone de confrontation entre les États-Unis et la Russie. C'était la zone de confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est pour ça que la défense aérienne du Canada est intégrée à la défense aérienne des États-Unis. C'est pour ça que le Groenland est une position clé pour les Américains. La base de Thulé, qui est au cœur du Groenland, était une base nucléaire américaine. D'ailleurs, il y a toujours des bombes atomiques qui sont perdues quelque part. C'est un B-52 qui s'est... Pas trop perdu, on espère, mais enfin, oui. Mais voilà, c'est un... Comment... Si on ne prend pas cette projection qu'on voit à l'écran aujourd'hui, mais qu'on prend un globe, on voit bien que le chemin le plus court entre la Russie et les États-Unis, il passe par l'Arctique. Donc c'est une zone de confrontation. Regardez Mélina, notre chef d'édition. Regardez, voilà, bravo Mélina. On peut ajouter que la fonte des glaces ouvre des routes, ce qui simplifie encore. Et c'est aussi une des routes entre l'Europe et le Pacifique. C'est l'une des routes entre la côte est et la côte ouest des États-Unis, notamment si, par exemple, le canal de Panama est fermé. Enfin, c'est une zone extraordinairement stratégique, l'Arctique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand cette carte-là, Trump et Poutine la regardent, et leurs équipes, et leurs penseurs, et ceux qui font la programmation militaire, etc., ils se disent, l'avenir c'est ça, et l'Europe qu'on voit ici, là, et le sort de l'Ukraine, à leurs yeux, c'est pas si important, c'est ça qu'ils pensent ? Non, mais c'est ça qu'ils pensent, mais c'est qu'ils le disent. Avec le réchauffement climatique, si vous fermez Panama et le canal de Suez, la route cruciale pour le commerce mondial, c'est celle-ci, c'est l'Arctique. Et donc ça, les Américains le voient, évidemment les Russes le voient, les Chinois aussi, au passage, le voient. Et nous, il serait temps qu'on le voit, parce que c'est là que se dérouleront certains des conflits de demain. L'ambition de Trump, il y a là, alors de Poutine et de Trump, mais là on voit comment il se répond. Il y a une inquiétude mondiale. Vous dites, Roland Lescure, vous connaissez très bien notamment le Canada et l'Amérique du Nord, les Français du Canada et d'Amérique du Nord, vous avez même fait une enquête, sont très inquiets. Ils sont extrêmement inquiets. Il y a 20% des Français qui vivent aux États-Unis qui envisagent sérieusement de rentrer en France, 6% au Canada. Leurs premières inquiétudes, elles sont politiques, elles sont même pas économiques. C'est les valeurs de la démocratie, c'est les discriminations, c'est la mobilité. Est-ce que je peux rentrer en France au risque d'être refoulé à la frontière américaine pour des gens dont on oublie qu'ils sont d'abord, un, tous immigrés, et deux, qu'ils ont rejoint the land of the free and the home of the brave, le pays des libertés. Liberté d'entreprendre, liberté de gagner de l'argent, liberté de faire de la recherche. Ces gens-là sont allés chercher la liberté et ils commencent à voir leur liberté individuelle rogner. C'est massif ce qui est en train de se passer là-bas et il faut les écouter parce qu'eux, ils sont en première ligne. Ils sont sur le terrain, ils pâtissent déjà de manière très concrète de la politique de Donald Trump. Mais je pense que l'enjeu, c'est surtout d'en profiter peut-être pour enclencher un mouvement inverse de celui de la fuite des cerveaux qu'on observe depuis des décennies. D'ailleurs, on va le faire. Et là aussi, il faut que les salaires suivent. Oui, c'est surtout ça. On a accepté. Regardez là. Je suis chercheur. Attendez. Écoutez la chercheuse américaine qui dit quand même les salaires, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est pas que le salaire, c'est les conditions de travail qu'on n'a pas ici par rapport aux par rapport aux salaires et conditions de travail américains. On le voit dans les labos de recherche ici. Donc ça va jouer là-dessus. Oui, mais ça va jouer là-dessus. Mais de fait, quand on regarde le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, c'est absolument consternant depuis très très longtemps. Et là, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été réfléchi. Et on voyait partir par palanquée entière tous les chercheurs français, tous les jeunes qui voulaient justement, vous le disiez, réussir, aller vers un pays qui était un pays qu'ils considéraient comme un pays où on pouvait entreprendre et travailler. Je pense que là, il va falloir mettre un sérieux coup de cravache, sauf que la question,
c'est où est-ce qu'on trouve Mais vous l'argent savez que pour là-bas, les accueillir budgets ils sont en décemment train d'être sabrés. tous ces chercheurs. Les cartes de crédit sont annulées. Les chercheurs français dont vous parlez, j'en ai rencontré la semaine dernière, ils ne peuvent plus voyager pour aller à des congrès. Donc on a aussi des vases communicants qui vont se faire avec des contraintes très fortes là-bas. L'email muskien envoyé toutes les semaines dans lequel ils n'ont pas le droit de dire génome, génétique, embryon et autres. Oui, changement climatique. Moi, j'ai beaucoup d'amis, c'est changement climatique. C'est sûr que si on avait fait attention au budget de la recherche depuis quelques années, on n'a jamais rien fait bien. Ce serait mieux. Jusqu'où ira l'étau où se trouve l'Europe, prise entre Trump et Poutine? On l'apprend à l'instant, c'est le journal Bild qui le révèle. Une incursion d'un avion russe qui a beaucoup inquiété les Allemands. Un avion de reconnaissance russe s'est approché des côtes allemandes. Le fait que son transpondeur soit désactivé a fait peser un danger considérable pour le trafic aérien civil. Les avions allemands ont décollé, les avions de guerre allemands, pour l'escorter sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce qu'il fasse demi-tour et retourne en direction de la région de Kaliningrad, l'exclave russe de Kaliningrad, d'où sa venue avait été repérée. On voit quand même une espèce de tension qui monte. Est-ce que les Américains vont défendre l'Europe ou est-ce qu'on est au stade où peut-être ils vont s'allier en quelque sorte aux Russes? Non, s'allier aux Russes, je pense qu'on en est quand même très très loin. Maintenant, les Russes jouent une stratégie de tension. Ça, quand on fait voler un avion transpondeur coupé vers les frontières d'un pays européen, c'est une façon de tester les défenses, de faire monter les tensions, de provoquer, de voir ce qui se passe, de voir comment on réagit. Maintenant, malgré les déclarations de l'administration Trump, l'OTAN n'a pas été dissoute, les Américains ne l'ont pas quittée. Donc pour l'instant, la garantie américaine, s'agissant de l'OTAN, pas de l'Ukraine, mais s'agissant de l'OTAN, elle reste valable. Voilà, c'est pas. Il faut dédramatiser un petit peu la situation. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Américains ont été clairs. Les Européens doivent davantage prendre en main leur propre défense. Ce qui est à craindre, c'est que c'est davantage prendre en main leur propre défense avec des armements américains. Et c'est bien ça le sujet. C'est pas la fin de l'OTAN. C'est la vassalisation accélérée de l'Europe. Confrontons-nous à toutes les idées. On a entendu l'engagement de la France très fort, très salué par la présidente de la Commission européenne, ici même sur cette antenne, il y a quelques instants. Si demain, les Russes, les Américains et les Ukrainiens arrivent à un cessez-le-feu, est-ce que finalement beaucoup se rallieront à Trump en disant, malgré tout, même si c'est un cessez-le-feu imparfait, c'est mieux que rien? Est-ce qu'on arrivera à ce stade-là? Je pense que ce qui me gênerait beaucoup, ce serait que les Européens, en fait, s'agitent beaucoup pour montrer qu'ils existent, pour montrer qu'il y a un leadership, etc., tout en espérant, en fait, que ce cessez-le-feu enfin intervienne, parce qu'ils savent que pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de défendre l'Ukraine, et que s'ils poussent l'Ukraine, justement, à continuer le combat, dans l'état actuel des forces, ils risquent d'être responsables d'un effondrement militaire qui, pour le coup, serait tragique. Vous voulez dire que chacun joue son jeu, en quelque sorte, pour être sur la grande scène du monde, mais que cessez-le-feu pourrait arranger tout le monde? Ce serait parfaitement irresponsable que les Européens jouent ce jeu-là, alors que leur rôle doit être aujourd'hui non seulement de proposer des garanties, mais aussi de préparer l'avenir sans être dans la communication pure, ce qui pour l'instant est beaucoup le cas. On a bien vu que Vladimir Poutine, quand on lui propose un cessez-le-feu, il dit si les Européens lèvent les sanctions. L'Europe a un rôle à jouer dans tout ça. Les sanctions, évidemment, ont affecté l'économie russe et on a bien précisé aujourd'hui qu'elle resterait en place tant qu'on n'aurait pas un cessez-le-feu durable. Le vrai risque, en fait, c'est que effectivement, les conditions du cessez-le-feu doivent être telles que ça permette d'ouvrir la porte à une paix durable. Et en fait, aujourd'hui, cette paix durable, personne ne sait dans quelles conditions les Russes sont prêts à l'accepter, les Ukrainiens sont prêts à l'accepter. Le vrai risque, c'est que la négociation dure, que les Américains se lassent, qu'ils décident de lâcher l'affaire, de nous laisser le bébé d'une certaine manière, et qu'on ne soit pas en mesure de prendre le relais. Et je pense que c'est toute la difficulté de la séquence diplomatique actuelle. Chacun essaye de pousser son avantage. Il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui pousse l'avantage trop loin et qui du coup perd la mise. Elisabeth. Je pense que, enfin, je rejoins Benoît, mais je pense qu'il y a aussi cette question le plus long terme, c'est-à-dire chacun essaie de jouer à son avantage, mais on joue pas simplement pour l'Ukraine, on joue aussi de l'avenir de l'Europe pour demain, face à un États-Unis qui, très clairement, ne nous voit pas forcément comme des amis. Et je pense qu'il c'est un peu vraiment... ce que je crains, c'est qu'on soit sur une logique de court terme, alors qu'il faudrait qu'on soit sur une logique de moyen à long terme.